Bon. Bon, son. Le résultat à partir de notre côté. Le son, ça va. 47. Bon, ça va. Le son. Le son, ça va. Ouais, le son. Oui, je crois que c'est bon. Non, le point, tous les gens, c'est bon. C'est bon. 400. 400. 100. Il faut vérifier quand c'est ton chiffre. C'est pas comme ça. 500. Tu fais le décompte. Fais le décompte. Bonsoir, nous revoilà. Revoilà le TGV de l'information et sa formidable équipe. Une équipe sans son matériel habituel. Celui-ci a été volé pendant que le TGV, la locomotive de cette émission, croupissait dans la prison centrale de Kolingui et puis à la BM, tour à tour. 2 ans et 4 mois de prison pour rien. Au Cameroun, il est interdit de dénoncer ceux qui volent sous peine de prison. Au Cameroun, il est interdit de dire qu'on n'est plus content de la direction que prend le Cameroun. Et pourtant, au Cameroun, il y a des gens qui volent l'argent de la mort. Sinon, comment appeler autrement le vaste scandale qui a traîné le Cameroun dans la boue des nations? Je veux parler du Covid-19. Jamais on n'a vu près de 30 ministres traîner en prison, traîner devant les juridictions, pardon, non pas pour coup d'État, non pas pour mauvais travail, mais pour vol, car les mots ont un sens. Il faut bien dire vol. Le chef de l'État, M. Paul Biya,
n'autorise pas que 13 de ses ministres soient demandés ainsi par le FMI à être traduits en justice et enfermés. Tel est du Covid-19, sur lequel nous reviendrons à la prochaine émission. Tel est de Paul Chouta, vous avez bien compris, qui est enfin parmi nous. Bonsoir Paul. Bonsoir, monsieur Chantal Roger Tulé. Alors, enfin libre. Ah, libre, je ne dirais pas que je suis libre, puisque vous avez vécu tout à tout, après ma libération, ce que j'ai traversé. Vous savez, vous êtes arrivé chez moi, vous m'avez vu presque dénoncé, je suis dans un état presque dénoncé, puisque j'ai subi une torture d'ordre psychologique, et même physique, je le dirais ici. J'ai appris que chaque fois, ma fille, parfois, se réveille, elle me dit, papa, lève-toi, je me retrouve en train de dormir au sol, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne suis pas libre, même si je respire l'air, contrairement à la prison centrale de Kondengui et principale où j'étais. J'ai constaté qu'il y a eu tout un cambriolage chez moi lorsque je suis sorti de prison. Tout mon matériel de travail a été spolié. Mes téléphones ont été retenus. Ma carte d'identité, même, je n'ai pas de pièce d'identité. Je ne l'ai pas trouvée à la sortie de prison, alors qu'en temps normal, cela devait m'être restitué au greffe de la prison. Ma famille persécutée, même jusqu'à présent, depuis que je suis sorti, je suis suivi. Dernièrement, j'ai vu quelque part où j'étais assis en train de discuter avec des amis, malheureusement, des flics. Il y a un parmi eux qui a fait un projet que j'ai vu. Donc, comprenez que je ne suis pas libre au moment où je vous parle. Je remets mon sort actuellement entre les mains de Dieu. Je voulais peut-être pour éclairer ceux de nos frères de la diaspora, que vous reveniez sur les circonstances de votre arrestation. Comment cela s'est-il passé, Paul? Mon arrestation a été, je ne dirais pas arrestation, ça a été un enlèvement. J'ai été enlevé en présence de mon ami et frère Ernesto Yéné. Je rends grâce à Dieu parce que ce jour, il était là. Vous savez, avant de vous donner les circonstances de mon arrestation, je vais revenir un peu en arrière. 4 mois plus tard, j'étais victime. J'ai été victime d'une agression de 4 personnes qui ont essayé de m'enlever. J'ai dit enlever parce que mes téléphones sont tombés. Ils n'ont pas pu. Il a fallu l'intervention de mon voisin, le boutiquier, qui heureusement était ouvert à cette heure pour que ces gens s'en aillent. 3 mois plus tard, je me fais enlever par 4 policiers en civil lourdement armés qui m'ont conduit à la police judiciaire à bord des motos. Dites-moi, est-ce qu'il y avait une plainte contre vous? Est-ce qu'on vous a entendu? On vous arrête à 20 h. Est-ce qu'à 20 h, les bureaux administratifs sont ouverts? De quoi s'agit-il? On m'a conduit à 20 h, mais sans convocation préalable. Je n'ai jamais reçu de convocation ni de mandat. Je tiens avant de dire ici qu'avant ça, j'ai été convoqué à Douala, où je suis allé rencontrer, aujourd'hui, je prends à témoin le patron de la PJ de Yaoundé, M. Bruno Guidé, qui m'a reçu dans son bureau. J'ai payé mon transport inutile. Je suis allé répondre sur pourquoi on m'appelait. J'ai constaté que c'était une histoire qui n'avait pas de sens. Et je tiens à saluer M. Bruno Guidé, qui a exigé que les enquêtes soient diligentées avec professionnalisme. C'est pourquoi je suis rentré chez moi. Donc, c'est pour vous dire, j'ai été enlevé sans convocation préalable ni mandat d'amener. Lorsque je suis arrivé à la police judiciaire, on m'a présenté une plainte où j'étais accusé d'injures, diffamation. Votre petite fille est malade, vous allez prendre ses médicaments, d'après ce qui nous est revenu. Qu'est-ce que vous avez fait de ces médicaments qui étaient importants ce jour-là pour la santé de la fillette? Ce jour, lorsque j'ai été arrêté, j'étais complètement interdit de visite, de communication, parce que j'ai passé 2 semaines. J'étais interdit de communication. On m'a demandé de ne parler avec personne. Donc, ces médicaments, ce n'est que le lendemain que j'ai donné. On m'a donné l'occasion. Je ne parlais qu'avec une épouse qui venait nous voir à la police judiciaire. C'est elle qui est rentrée avec ces médicaments. Il faut dire que, d'une part, l'enquêteur était un peu humaniste, parce qu'il a quand même permis, parce que l'instruction était donnée que je ne communique avec personne. Donc, voilà ce qui s'est passé en réalité. Il nous est revenu que vous aviez à faire face à une grande dame qui a le bras très long, une dame du régime. Parlez-nous-en. On me dit que
cours de mes émissions, j'ai eu à offenser cette dame qui est très introduite dans le système. J'ai entendu dire des choses dans les plateaux et même cette dame permettez que je ne prononce pas son nom. Même ma fille n'aime pas son nom. Parce que vous savez, mon mépris se mérite. Je ne vais pas prononcer le nom de cette dame. Je vous le concède. Et j'ai mal parce que il faut que ceux qui sont aujourd'hui proches du système, proches de M. Biya, et qui font les choses parce qu'ils ont des pouvoirs avec eux, savent que demain, des gens peuvent, des règlements de compte peuvent arriver. Aucun régime n'est éternel. Je voulais revenir pour dire, vous verrez, le procureur Georges Meka donne l'instruction de m'interpeller et de me déférer sous quinzaine. C'est-à-dire, il demande à la police judiciaire de m'arrêter et de me traduire. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait au préalable, il était question de m'enfermer. Dans Béa, là, c'est-à-dire que quand le procureur signe, c'est qu'il faut vous enfermer. Effectivement, je vais vous montrer la mission. Donc, tout ce qu'il y a eu comme... Non, c'était du dilatoire. La décision était déjà prise de vous arrêter et de vous enfermer sous quinzaine. Exactement, la mention est là, à la direction de la police judiciaire. Enquête et compte rendu en urgence à mon parquet, en me déférant les suspects sous quinzaine. Donc, même si l'enquêteur trouvait que il n'y avait pas, j'étais pas coupable, on vous arrêtait quand même, puisque le procureur l'avait décidé sans jamais vous entendre. J'ai été enfermé même avant d'être arrêté. Il était question de... Voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai été accusé de diffamation et qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, je veux que la vérité, que les gens sachent. On m'attribue des textes. Je vois un texte signé un certain Kan Kowalski. Les captures d'écran, je pense que le technicien peut présenter ça. Voilà les captures d'écran. Voilà les captures d'écran. Je vais vous expliquer pourquoi je présente cela. Je vais vous expliquer pourquoi je présente cela. Ok. Je présente ceci pourquoi? Constatez bien que dans cette capture d'écran, on voit ma photo et un texte en bas signé Kan Kowalski. C'est ça qu'on prend comme preuve, c'est-à-dire c'est une conversation WhatsApp. La dame qui m'accuse apporte ça comme preuve, elle remet à la justice. C'est-à-dire elle a une conversation avec quelqu'un, elle prend le texte d'une personne tierce avec ma photo qu'on présente à la justice. Voilà ce pourquoi j'ai fait 2 ans de prison. Les gens le savent. Nous sommes allés à l'antique avec mes avocats pour faire la chronologie des publications du texte. Dans sa plainte, elle a dit j'ai publié ce texte en mars. L'antique a établi que c'était le 9 février 2019. On a remis à l'antique nous a remis un CD parce qu'on n'a plus les primitifs. L'antique, c'est l'institution qui a l'expertise en la matière. Mais ils ont évité d'aller à l'antique. Pourquoi? Suivez mon regard. Nous y sommes allés. Nous avons remis ces preuves, ces constats de l'antique avec des CD. Mais bizarrement, le jour qu'on devait projeter le CD, parce qu'il y a également l'accuse d'avoir diffusé une vidéo. Je ne vois pas en quoi, effectivement, je l'ai fait. Je ne vois pas en quoi diffuser une vidéo est un crime. Ce n'est pas moi qui tournais la vidéo, c'est pas moi. Je l'ai diffusée 24 heures après que les gens l'aient fait. Et l'antique l'a testé. Sauf que le jour où le juge a demandé qu'on vienne avec les appareils pour faire jouer la vidéo, on a constaté que ce jour, la vidéo était brisée. Pourtant, cette vidéo a passé 2 ans chez les avocats. Pourquoi la vidéo a été cassée? Je ne sais pas. Je demande à tous ceux qui nous suivent d'aller suivre les propos, de prendre le temps d'écouter les propos. Mon hygiène ne me permet pas, mon éducation ne me permet pas de prononcer les expressions qui allaient derrière. C'est indécent. C'est pour ça qu'on a voulu éviter que le public écoute. Parce que c'était le nœud gorgien de cette histoire. Donc,
Voilà un peu ce qui s'est passé. Nous sommes allés en justice, renvoi sur On vous arrête donc et vous êtes déféré, vous allez en prison. Vous allez d'abord où? À la BM ou à la prison centrale? Je vous explique. La procédure en question est diligentée dans ce qu'on appelle procédure en flagrant délit. Ça veut dire on vous a arrêté en train de commettre le crime. Naturellement, pour ceux qui se connaissent, le flagrant délit, on n'a plus besoin d'enquête, puisque les faits sont là, on vous a pris sur les faits. En 3 audiences, on a fini. On m'arrête, je passe 2 semaines à la police judiciaire. On m'envoie, puisqu'on m'a pris le 29, le 28, mais on m'envoie chez le juge le 3 juin. Le juge me renvoie à la police judiciaire pour complément d'enquête. On est dans le flagrant délit. Alors qu'il y a flagrant délit, on me renvoie on fait une enquête et on vous demande de compléter l'enquête. Alors que le flagrant délit, on doit vous déférer immédiatement. Oui, oui. Je redescends le 11. Il y a eu des batailles. Je remercie ici Serge Somatomba qui est venu me saluer ce jour. Je remercie le député Ngakonda qui est venu. Il a voulu se porter garant. Il était prêt à payer une caution d'1 million pour que je comparaisse. Malheureusement, cela ne s'est pas passé. Excusez, je ne vais pas citer ce juge ici. Ou je peux même le citer pour le remercier. Le juge Onana. Il comprendra pourquoi je le remercie. Ce monsieur n'avait pas la volonté de me faire une prison. Il y a eu des pressions. Je ne peux pas dire certaines choses. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. On me défait le 10 juin à la prison centrale de Yaoundé. Lorsque j'arrive à la prison centrale, 1 mois et demi après, on m'enlève de là pour m'envoyer à la prison de haute sécurité à la BM. Là, vous verrez j'ai dormi avec des Boko Haram. Ou quelqu'un vous dit qu'il a égorgé. C'est-à-dire les combattants de Boko Haram. Quelqu'un vous raconte comment il a égorgé des gens. Hein, vous avez là les séparatistes anglophones. Vous vivez avec quelqu'un, il vous dit comment il est des bagarres, des poteaux. Je suis poursuivi pour diffamation. On me détient dans une prison. Qui est, dans d'autres pays, à la presse, diffamation, l'objet de 6 mois. Maximum, généralement avec sursis. À ce propos, je dois vous dire que j'étais moi-même ce matin au tribunal, que je suis poursuivi par M. Mokulu Mondor depuis 6 ans maintenant, pour le même fait de diffamation. Et nous avons fait l'unicité des procédures. Et malgré cela, on rappelle l'affaire parce que je suis victime de près de 20 procès pratiquement. Malgré le fait que j'ai été jugé à 2 ans de prison et 6 mois de sursis, l'affaire se poursuit. Et ce matin, elle a encore été appelée par une dame du Nord qui a renvoyé pour le 2 août ce procès. Vous voyez donc, les tribulations dont vous parlez, je les connais très bien. Dites-moi. Alors, maintenant sur place, à la BM, pour diffamation, il faut réorganiser votre vie. Je voulais, c'est autorisé, de le dire, nous sommes en démocratie, que vous me parlez un peu de vos concitoyens, de vos co-détenus. Monsieur Ayoub Tabé, parlez-moi de lui. On l'a présenté à l'extérieur comme quelqu'un de brigand, de dur, de criminel. Parlez-moi de vos co-détenus. Je vais vous dire, avant d'arriver sur monsieur Ayoub Tabé, je cite ici le témoin Maître Sim qui est en salle à la PJ, le jour de la confrontation avec Mme Béal. Tout à fait. Elle m'a dit, je vais t'envoyer rencontrer ton champion Kamto en prison. Et c'est Maître Sim Kamto. Maître Sim a insisté, et si l'enquêteur s'il nous écoute, il sait que je dis la vérité. Maître Sim je vais t'envoyer rencontrer ton champion Kamto en prison. C'est-à-dire, je vais t'envoyer en prison. Étant dans la confrontation. Je l'ai même supplié, je lui ai dit non, je ne voulais pas diffamer. Si je l'ai fait, je n'ai même pas exigé d'enlever la vidéo, j'ai enlevé. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré parce que je devais présenter un examen. J'étais à la semaine qui suivait, dans une semaine. J'ai perdu cet examen. J'ai passé 2 ans de prison. 2 ans et demi. 2 ans, ma famille brisée. Ma maman aujourd'hui souffre. Elle a été victime d'un AVC. Elle n'a même pas pu se protéger, elle refusait qu'elle vienne me voir en prison. Toute ma famille est disloquée. Imaginez, c'était moi, je suis la personne qui était un peu plus financièrement qui soutenait ma famille. Aujourd'hui, j'ai perdu tout. Donc, pour revenir, effectivement, je suis allé, on m'a envoyé avec M. Kanto. Puisque j'arrive à la BM le 25 juillet 2019. Pour cette Foguet qui m'accueille dans la cour, c'est eux qui demandent qu'on m'envoie dans une cellule thématisée qu'on appelle généralement VIP. Paye les frais, c'est où je suis. C'est-à-dire qu'on paye l'argent pour avoir une bonne chambre en prison. Oui, c'est comme ça. Quelqu'un qui est enfermé doit payer de l'argent. Je vais vous dire, à la prison centrale d'ailleurs, pour aller dans les quartiers spéciaux, j'ai payé 115 000.
Je cite, le régisseur Medjo est venu, il a pris 115 000 francs. Oui. en prison, Oui, pour on repaye aller le dans loyer de ça. 115 000. C'est un C'est très loyer. important. C'est un loyer, oui. Lorsque je paye ces 115 000, il prend le reçu des Chidinons. Il dit, il va au Kosovo. Il déchire Il le va au reçu. Kosovo. Le Kosovo, vous savez, Seigneur Jésus, c'est un mouroir. Je ne sais comment décrire le Kosovo. Il faut voir. Je souhaite que les autorités camerounaises, que le ministre Laurent Essou fasse souvent des tours dans les prisons. Il ne suffit pas qu'on réponde. Même si vous êtes inhumain, lorsque vous arrivez au Kosovo, vous aurez un bain d'humanisme. Il m'a fait, monsieur Medjo m'a fait asseoir à même le sol et il m'a conduit au Kosovo. Je crois que j'étais au local. Vous avez déjà payé 115 000. On m'a remboursé les 115 000. VIP. On m'a envoyé au Kosovo. J'étais assis à même le sol. Je devais passer une nuit à même parce que les gens dorment, il n'y a pas d'espace. La prison est ça pour les gens dorment à l'air, plus sur les gens. Il faut faire des besoins, les gens se mettent en rang. Il y a ce qu'on appelle généralement les pratiques homosexuelles, des bagarres. J'étais en insécurité. Mais sauf qu'il y a eu des jeunes qui m'appréciaient, qui me connaissaient. Il y a un qui a pris sur lui de passer une au sol et de me donner ce qu'on appelle généralement les mandats dans le jargon pénitentiaire. C'est où je passais une nuit. Quelques temps après, ce régisseur est venu demander qu'on m'appelle, qui veut me faire changer. Parce qu'il y a eu l'intervention, j'ai appris qu'il était régisseur dans mon village. Le particulier du président du Sénat, que je connais, est arrivé. Ils se sont rencontrés. Il a dit qu'il me changeait. Il dit non, je me sens plus à l'aise. Et j'avoue que pour mon expérience, en tant qu'investigateur, j'étais d'une part content d'y être. Parce que j'ai vécu au cœur de l'enfer, au cœur du ténèbre. J'ai vu des gens se faire sodomiser pour 100 francs. Je l'ai vu dans cette prison. Je pense que M. Medjo m'a rendu service. S'il était allé au quartier spécial, je n'aurais jamais vécu cela. Alors, lorsque j'arrive, un jour, je me fais agresser devant l'entrée du quartier. C'est comme ça que... Du quartier en prison. En Kosovo, oui, il y a le quartier, oui, le quartier. Un jeune Jean Bonheur, militant du MSC, qui est ami à moi d'ailleurs, a pris sur lui de me faire demander que je me fasse muter. C'est comme ça que... Même la mutation, même c'était des problèmes. Je suis arrivé donc, j'ai logé, on a arrangé le local comme c'était, on appelait généralement ça la Maison Blanche. Puisque c'était un local, on a investi et puis tout était facile. Dis-moi, on mange quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on mange? Du maïs, parfois avec du sable à l'intérieur et du haricot. On le fait, même le porc ne peut pas consommer. Je n'ai pas d'expression. La langue française n'a pas des mots requis pour qualifier cela. Il faut le voir pour. Oui. Permettez que je finisse à ce niveau. Alors, quelques jours après les mutineries, le 25 juillet 2019, on vient m'enlever Manu militaire dans la nuit. On m'isole d'abord dans une salle. Le lendemain, on me conduit donc à la guerre. Pourquoi on vous amène à la Aucun guerre? motif. La prison où il y a les grands bandits, où il y a les terroristes de Boko Haram. Pourquoi on vous amène là-bas? On ne m'a donné aucune raison. Donc, je me suis retrouvé comme ça. Et comme je vous ai expliqué, c'est où j'ai rencontré, j'ai passé mes journées avec Valsero. Monsieur Ayoub Tabé, avec Valsero. Oui, et chaque soir, le professeur Fogabe pris sur lui, puisque financièrement, c'était compliqué. Oui. Il faut quitter de chez moi pour venir donner les repas. Il n'y a pas de moyens, c'est pas évident. Il faut que l'enfant à l'école, il faut payer le loyer, il faut s'occuper. Non, c'était vous la ressource financière de votre famille, oui. Je remercie d'ailleurs, permettez que je remercie mes employeurs. Cameroun, qui a fait un suivi extraordinaire, qui m'a assisté de façon extraordinaire à ce niveau. Au départ, ils m'ont apporté des avocats. Je les remercie. Je n'ai jamais vu dans une société. Les journalistes sans frontières. Oui, les reporters sans frontières. Oui. Donc, avec quand même les professeurs comme tout ça, qui me donnaient le repas chaque jour, je suis dans mon local, le professeur, M. Ayoub Tabé, envoie quelqu'un de venir m'appeler. Parce que j'arrive, je dis non, je peux t'asseoir chaque jour avec lui. Donc, lorsque ceux comme Togo sont sortis en octobre, chaque soir. Le professeur Kamto sort. Oui, en octobre. Lui qui vous apportait quelques subsides avec Fouquet, et vous êtes abandonné à vous-même à la BNF. Je suis couché donc. Monsieur Ayoub envoie Bertin qui sortait ici, de venir m'appeler que je peux manger avec lui chaque soir. Monsieur Ayoub Tabé, oui. Du 7 octobre jusqu'au jour où je sors de prison, j'étais nourri par Ayoub Tabé. Je vais vous décrire, excusez-moi, je ne veux pas entrer dans les polémiques politiques. L'homme que j'ai vu est loin de celui. Je ne parle pas de politique. Je parle de l'homme que j'ai vu. L'homme. Je souhaite que les Camerounais aillent souvent discuter avec cette personne. Même au sein de la prison, on me dira. C'est quelqu'un
quand j'allais, je voyais comme un démon, puisque avant que je le croie, c'est quelqu'un de très humain. Toute l'équipe d'ailleurs. J'ai eu tellement mal, parce que j'ai dit, si on veut résoudre la crise, pourquoi les gens ne prennent pas l'initiative d'aller rencontrer? Il est l'homme le plus modéré parmi eux. Le plus modéré, le plus humain et le plus humble. Je le dis, tout le monde parlait de Dieu. Je me suis posé 1001 questions. Vous voyez, blague avec tout le monde. D'ailleurs, au moment où je vous parle, chaque soir, ils donnent à manger à tous les prisonniers. C'est eux qui donnent à manger à tous les. C'est ce que je peux dire. Donc, voilà des personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées en prison. Et que j'ai connues à la BM. À la BM. Pour diffamation. Je vais vous dire, j'ai rencontré donc les gens de Boko Haram. Extrémistes, j'en ai connu. Oui, il y en a un qui vous a raconté comment il a égorgé des enfants. Pour être en paix, chaque semaine, ma mère m'envoyait les colas. Je partageais les colas. Vous savez que ma mère vend les colas, c'est pour oui. Elle vend les colas. Je partageais les colas pour être en paix. Parce qu'un jour, j'ai lavé les habits, je suis allé sécher. Il y a un qui est sorti là avec le couteau qui me dit peur. J'étais obligé de faire parce qu'on m'a dit non, c'est le corde quand même, j'ai mis les habits. Je ne savais pas. J'aurais pu passer des biens à sa corde là-bas. J'aurais pu passer des biens à cette prison. J'ai chopé le Covid-19 dans cette prison. J'ai été empoisonné dans cette prison. C'est une maman qui vit aujourd'hui au Canada qui m'a sauvé la vie. Elle m'a fait envoyer des personnes qui m'ont. Je l'ai dit ici, je n'ai pas voulu faire de sortie. Donc où j'étais programmé pour mourir. 2 ans. 2 ans et 4 mois. On sait que vous avez laissé une famille. On sait que vous avez des études. Que vous êtes le principal pourvoyeur financier de votre famille. Donc en dehors de moi, il fallait briser toute ma famille. Bon, d'une part, ils ont peut-être réussi parce que tout mon matériel, tout mon domicile, mes téléphones, ma carte d'identité, je suis devenu comme un sans-papier dans mon pays. J'ai eu le privilège de lire un peu le manuscrit du livre que vous êtes en train de préparer. Et j'ai lu dedans, Salva Mileke, on va te dire qui commande au Cameroun. Racontez-moi ça. Oui, effectivement. Effectivement. Je prends ici à témoin Jules Raymond Amana. Lorsque nous étions à la police judiciaire. Vous savez, on ne cite pas les fonctionnaires de police. Non, permettez. Racontez simplement les faits. C'est pas le fonctionnaire. Si on vous a arrêté pour diffamation et qu'on vous a enfermé à la BM, ne citons pas ce policier, dites simplement ses propos. Jules Raymond Amana, que je cite, c'est quelqu'un qui était là. Je le cite comme témoin, on était ensemble. Tout à fait. Et il y a un policier à la PJ qui boit beaucoup. Je ne donne pas son nom. Oui. Il arrive toujours sous pour faire l'effectif. Il dit, vous les Bamileke là, qu'est-ce que vous avez vu de Kamto? Kamto vous donne même quoi? Ça fait mal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas, c'est douloureux. À un moment donné, ça révolte. Vous m'avez cité aussi dans notre conversation avant cette émission, le cas d'un de vos confrères qui a été en prison et qui a été libéré. Quelqu'un d'autre vous a dit après, vous êtes Bamileke. Naturellement. Oui. Moi, mais je me suis posé des questions. Il s'agit de mon frère Martinez qui a dit des choses pas décentes sur moi. Lorsqu'il est arrivé en prison, allait me demander comment je l'ai accueilli. S'il nie, sa femme est vivante. J'ai fait des diligences, c'est moi qui ai fait pour que le CPJ essaie d'intervenir dans son cas. Je ne suis pas renseigné, mais j'ai appris qu'il a même dit que chaque mois, c'est des rumeurs. J'avais 600 000. Bon, alors, voyez-vous, Martinez arrive en prison pour les mêmes motifs que moi. Il fait 2 mois, il sort de prison. Diffamation. Et j'ai fait 2 ans. Je me suis posé la question si j'avais le mauvais nom. Est-ce parce que je m'appelle Souta? Est-ce parce que je suis Bamileke? Je n'ai pas choisi d'être Bamileke. C'est une coercition naturelle. La nature maintenant est obligée. Pourquoi on doit faire? C'est pas joli. Regardez un peu ce qui se passe. C'est pas beau. Il y a un autre qui m'ont dit qu'on a condamné, on ne l'a même jamais interpellé. Il avait une affaire avec Patrice Assiga qui est un ami à moi. J'ai aussi appris un certain autre Obama. Vous avez vu tous les micmacs qui se sont passés. On a testé qu'il n'est jamais allé en prison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pense que c'est comme si être Bamileke est devenu un problème au Cameroun? Je ne dis pas que c'est ça. Mais ça laisse à croire que c'est comme si c'était un problème. On m'a torturé. Que ceux qui jouent à ce jeu arrêtent. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'un jour, l'âme va changer de peau. Tôt ou tard.
tôt ou tard, il faudrait que ça cesse. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici. C'est pas pour dire qu'il y a un tribut qui... Il y a des gens qui jouent à ce jeu, qui instrumentalisent la fibre tribale pour des intérêts. C'est pas bon. On ne doit pas faire ça. On a besoin de vivre en harmonie, on a besoin de vivre en famille. À ce propos-là, quel est votre avis sur... on a beau dire, hein, nous vivons une fin de règne. Quel est votre avis avec l'exaspération du tribalisme qu'on vit aujourd'hui sur cette fin de règne-là? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre les règlements de compte après? C'est de ça que je vous parle. Moi, peut-être, par exemple, je suis un modéré. Je suis quelqu'un qui a du cœur. Je sais pardonner. D'ailleurs, je pardonne à mes bourreaux. Mais il y a des gens qui ne pardonnent pas, qui ont mal. Je connais des gens en prison qui m'ont dit, Paul, nous sommes prêts à porter les armes. C'est pas bon. J'ai vu des gens, permettez que je vous dise quelque chose. Un petit jeune garçon, qu'on appelle Sergio Ojolo. Je crois que c'est des détenus, ils vont le remarquer. Ce garçon a fait 4 ans de prison. À la fin du jugement, il a donné 4 mois. C'est-à-dire, il a fait 4 ans de prison. Et quand on a d'ailleurs le jugé, il a fait 4 mois. S'il n'est pas révolté, il devient quoi? Et puis encore, la prison, c'est un endroit, n'est-ce pas, par excellence de perfectionnement de la délinquance. Puisqu'il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de trucs pour s'occuper, il n'y a rien. Il y a peut-être seulement des chambres, des trucs. Et ce petit dont je vous parle, on le sodomisait tous les jours pour 200 francs. C'est un jour au Jolon. S'il me coûte, il me cherche. Je cherche même à rencontrer ce petit. Parce que j'ai envie de faire tout un témoignage avec lui, une tournée avec lui. Pour qu'il vous montre son sac. 4 ans, un jeune garçon. Aujourd'hui, il est devenu sorti de prison homosexuel. Il ne faut plus qu'on brise la vie des gens comme ça. J'ai laissé l'autre Edou. Il a 7 ans de prison. Prévenu, on l'a pas encore jugé. Je dis ça pour vous dire, moi j'ai eu la chance peut-être d'avoir que je sois shooter. On met des grosses guillemets sur chance. Hein? Oui. Mais il y a des gens qui sont dans les 4 ans. 10 ans, j'en ai laissé. Qui ne sont jamais montés au tribunal. Mais on dit les dossiers ont disparu. Combien de prisonniers il peut y avoir à Kondengi? Bon, là, à la prison centrale, on est environ dans 5000. Puisque je peux vous dire, chaque semaine, il y a au moins 50 personnes qui entrent en prison. Le Cameroun doit comprendre qu'on a échoué. Ça veut dire qu'on a échoué sur le plan de la symbole sociale. Si chaque semaine, 50 personnes vont en prison, on a échoué. On a échoué. Qu'est-ce que les gens... Ça veut dire que la délinquance, l'État a ce devoir, ça fait partie du pouvoir, des fonctions régaliennes de l'État. Chaque semaine, il y a ce qu'on appelle cellules de passage, c'est qui commence la prison de ça. Donc vous voyez par exemple, mais à la BM, on était peut-être 150. Je vous dis, la BM, c'est une prison de haute sécurité. On m'a dit que c'est directement attaché à la présidence. Qu'est-ce que je faisais là-bas? C'est la présidence qui m'a envoyé là-bas, je veux savoir. C'est la présidence qui m'a envoyé. J'ai même dit à un moment donné que, mais pourquoi ne pas m'envoyer au tribunal militaire pour faciliter? J'étais au tribunal correctionnel, flagrant délit, 27 renvois. Est-ce que c'est beau pour la justice? Je n'ai jamais vu ça. 27 renvois. 27 renvois. Même dans un film de fiction, si ça a existé comme on le dit, c'est un cas atypique dans le monde. Donc l'objectif était de nous briser. On m'a fait perdre mes études. Oui, parce que, parlez-moi justement de ces études-là. Vous deviez composer, c'était quoi? Je devais compléter et faire un master à l'Institut supérieur de traduction et de communication. Je devais présenter les examens pour le master. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Oui. La veille, une semaine avant. Une semaine avant. Attendez, ils sont même allés au campus. Puisqu'ils ont fait comment? Ils ont pris un camarade de classe. On l'a torturé. Il m'appelle, il me dit, l'enseignant de English Literature a demandé que je te donne tel document. Je lui dis, bon, ça tombe même bien, il faut me donner ce document ici. Lorsqu'il arrive, il vient avec ses filles, il était gêné. C'est comme ça qu'on m'a pris. Et j'ai même appris qu'on a envoyé une policière à l'institut où je fréquentais, pour épier ma vie. Ils ont pris mes portables, me demander qu'est-ce que je fais, ils sont allés investiguer, faire vérifier mes comptes bancaires. Ils ont constaté que je suis un garçon pauvre. Pourquoi le président Kamto intervient là-dedans? On dit on va t'envoyer chez Kamto. Est-ce qu'on n'est plus dans la diffamation, on est dans la politique? Je peux vous dire qu'il y a presque... Je peux vous dire qu'il y a presque un rapport avec ce parti, puisque même étant en prison, il y a des indices sur ce dossier, on a encadré MSC. La présidente a même dit que j'ai fait partie des groupes de personnes qui ont voulu recruter au MSC. Je sais pas, mais comment on libère les prisonniers du MRC et vous, on vous garde en prison si vous êtes du MRC?
sais pas si, même si à partir de c'est un truc. Donc, vous voyez, voilà un peu ce qui s'est passé. Étant en prison, on a persécuté mon grand frère à la délégation générale de la Sécurité nationale pendant 7 heures de temps en mai 2019. On a pris ses Qu'est-ce qu'on lui téléphones reprochait? On a pris ses téléphones fouillés, on dit que je suis le grand communicateur de Kanto. Est-ce qu'il est du MSC, tout ça? C'est la frilosité même du dossier à la limite. C'est moi qui ai couvert le meeting du RDPC à Baranté le 1er septembre 2019. C'est moi, j'étais en direct. C'est moi qui couvrais les meetings plusieurs fois du RDPC. J'ai couvert les trucs, les campagnes de Yopoué. J'ai couvert les campagnes de Makunda. J'ai couvert les campagnes de Matoma. J'ai couvert même quoi. J'étais même allé avec Kawala qui est venu nous ramener visite en prison. Pourquoi on fait une fixation de ça? Si vous détestez Kanto, assumez ça avec lui. Qu'est-ce que j'ai à y voir? Je suis un homme libre, on ne m'achète pas. Je sais que plusieurs fois on a tenté de m'acheter, j'ai refusé. C'est ça qui vous dérange. Je ne vous ferai jamais acheter. Je reste un homme libre, les gars, dans mon dans ma pauvreté. Je suis fier de le dire, je n'appartiens à personne. Et je veux même vous raconter quelque chose. Peut-être ça devrait emmener dans vos questions. On a même dit que j'étais l'un des communicateurs, je faisais partie d'un clan du pouvoir qui est dans une bataille avec nous. On m'a accusé d'être proche de Moutazé qui m'a donné l'argent. Je l'ai dit ici ouvertement, je n'ai jamais rencontré Moutazé de ma vie, ni qui que ce soit. Bon, si les gens sont allés prendre l'argent en disant que c'était moi, j'ai dit devant lui qu'on lui envoie cet extrait. Je n'ai jamais perçu un radis ni rencontré qui que ce soit. Je dois préciser à nos chers internautes et téléspectateurs, pourquoi pas, que nous venons d'être victimes d'une panne de lumière. Effectivement. Et que ce que vous voyez là, c'est la lumière des lampes. Qu'on va donc sans doute arrêter l'émission après une ou deux questions pour la recommencer si la lumière n'est pas arrivée. Voyez-vous, il y a des préoccupations importantes au Cameroun quand 186 milliards sont distraits, soi-disant pour tuer les chauves-souris, soit encore pour distribuer les masques à des enfants qui sont déjà en congé pour justifier la dépense, soit encore, et que des gens disent il n'y a pas eu vol, il y a eu détournement. Non, les mots ont bien un sens. On n'amène pas près de 30 ministres d'un régime, d'un gouvernement, devant les juridictions pour de la gnognotte. S'il s'agit de vol, et ma conviction est qu'il s'agit de vol, eh bien c'est grave. Et mérite au moins qu'on regarde pourquoi quelqu'un peut être enfermé pour 2 ans, alors que des gens qui, manifestement, ont volé l'argent de la mort, eux, revendiquent quelques égards, quand même le prestige de la fonction ministérielle désormais est foulé aux pieds. Permets, Paul, qu'on arrive sur quelque chose qui t'est personnel. Maintenant, tu vis de quoi? Je peux vous dire, je vis aujourd'hui, je vis comme, je ne vis de rien. Peut-être je dirais, je vis dans la disette. Je vis comme je suis un exigeant. Puisque vous arrivez chez moi, vous avez vu, qu'est-ce que l'enfant mangeait, c'était du tapioca. Oui. Les âges. Oui. Que ma mère m'a envoyé. Donc, vous voyez, ces gens ont réussi à briser ma famille. Ils ont réussi à me briser, que ce soit sur le plan académique, que sur le plan, même je dirais, pas psychologique, parce que rassurez-vous, je reste égal à moi-même. Même si d'une part, je me sens comme du délit et tout, je dois voir aussi, puisque ça on me dit parfois je dors au sol, parfois je me trouve, donc je suis. Mais, malgré tout cela, je tiens à préciser ici que rien ne peut étioler la détermination que j'ai pour faire triompher dans notre pays, un pays prospère, un pays de justice, un pays où les Camerounais seront fiers. Je dis oui, je suis Camerounais. Un pays où les Camerounais seront capables de se regarder en face et de dire mon frère, tu es mon frère. Un Cameroun où les gens seront libres de dire ce qu'ils pensent. Voyez-vous, la persécution dont j'ai été victime, tous ceux qui militent pour la justice dans le monde, si vous faites le tour de l'histoire, ont subi cette persécution. Avant qu'on ne m'interpelle à la veille, il y a une dame avec qui j'ai eu une émission. Elle m'a posé la question, mais Paul, pourquoi ne t'arrêtes pas? C'est comme si tu travaillais avec ces gens-là. Bon, ça veut dire, quand on m'a arrêté, ça a comporté la thèse selon laquelle je n'étais pas avec ces gens-là. Et une fois, je me souviens, vous disiez souvent, on vit dans un pays où, comme si, lorsqu'on ne dit pas que Paul Biya est beau et mignon, on n'est pas libre. Voyez-vous, on m'a arrêté parce qu'on estime que j'ai ma liberté. Je rencontre des autorités que je ne veux pas citer ici. On a des discussions. Moi, je leur donne mon point de vue et en causerie, eux-mêmes, ils acceptent, ils disent non. Mais pourquoi cette contradiction ne doit pas fonctionner?
On ne doit pas acheter les gens avec de l'argent. La liberté ne s'achète pas. On peut emprisonner l'homme, briser une famille, mais on ne doit jamais briser ma conviction. Ma conviction reste intacte et elle reste encore davantage plus solide. C'est ce que je tiens à préciser. Vous avez rencontré les dirigeants, certains du Cameroun anglophone, qui se disent ou qui sont, c'est selon, prisonniers politiques. Quel est votre avis, franchement, sur la crise anglophone? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne vais pas citer des gens ici, mais je vais vous dire, la crise anglophone est segmentée du côté anglophone, sur ce que j'ai rencontré. Il y a des clans. Il y a le côté des radicaux et le côté des modérés. J'ai discuté avec un des radicaux qui m'a fait cette révélation. Il m'a dit, Paul, si on arrive au niveau où on est arrivé, c'est parce que nous étions dans la légitime défense. Nous avons marché à Bamenda pour revendiquer le common law, revendiquer ceci, cela. Ce que les gens ont trouvé à faire, c'est de nous persécuter, de tuer nos parents, de tuer nos enfants. Paul, en ce moment, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il m'a dit, l'une des personnes les plus modérées, c'est un enseignant d'ailleurs, suivez mon regard. Dans cette histoire, c'était un monsieur dans les BBA. Il me l'a dit que lorsqu'ils ont discuté dans le consortium avec les Paul Gogomo, c'était l'une des personnes les plus modérées. Et il m'a donné le nom de 2 ministres que je ne vais pas citer ici, qui ont contribué à la radicalisation de la crise anglophone. Et il m'a dit ce jour, Paul, tu es en train de sortir, dis-leur que rien ne peut m'amener au Cameroun. Je suis décidé de partir, sauf si je ne suis plus vivant. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit un truc comme ça, il sait qu'il est en prison depuis des années, sa famille est délaissée. Quand quelqu'un vous tient ce type de discours, et vous comprenez d'où part le problème. Il m'a dit le mépris et l'orgueil. Il aurait fallu qu'on écoute et qu'on négocie. Il m'a dit c'est cette violence qui continue aujourd'hui qui a radicalisé. Par contre, de l'autre côté, il y a des gens qui sont modérés, avec qui vous discutez, même quand vous voulez faire des discussions. Ceux qui sont dans les négociations, qui sont en cours avec les leaders anglophones, il y a des gens qui savent qu'il y a parmi eux ceux qui ne sont pas d'accord pour ces négociations. Mais chaque fois, je vous ai dit ici qu'il est l'homme le plus modéré parmi eux. Mais le président a eu très modéré, oui, très modéré. S'il faut discuter, je pense que lui encore, il peut encore accepter le fédéralisme. Mais les autres n'y sont plus. Vous voyez? Oui. Il m'a même fait une révélation que Paul, le jour que j'arrive au tribunal militaire, je cite M. Ayouk, qui est un peu de ceux qui discutent avec lui pour se renseigner. Il dit, les gens sont arrivés avec une cargaison d'armes. On dit qu'on a arrêté avec ça au Niger. Il m'a dit, Paul, tu vois ton pays. On vient avec une cargaison, il dit qu'on ne sait même pas d'où ils sont. Il m'a dit, on les a arrêtés. On les a amenés. On les a arrêtés à l'hôtel. Il dit, on vient avec, au tribunal militaire avec une pick-up d'armes. Il dit que c'est avec ça qu'il a. Il dit, quand voyez-vous traiter les gens comme ça, est-ce que vous nous donnez même encore le sentiment d'être avec le son? Et après, il me dit, Paul, Amazonia will host the Cup African Nation before Cameroon. Et il le disait avec une certaine aisance. Il parlait, mais vous sentez en lui quelqu'un qui est vraiment fait pour... Autrement dit, le grand dialogue national du Palais des Congrès. Non, c'était la gnognotte. Pour lui, c'était de la gnognotte. On en a fait un commentaire, il m'a dit, c'était joke. Ce qu'il m'a dit dès qu'il ne croit pas, c'est des conneries. Il m'a dit, c'est pas c'est des trucs qu'il ne prend pas au sérieux. Mais je crois qu'il ne se fait pas tard. Il suffit juste que nos autorités cessent avec l'orgueil et la violence. Il faut être humble, il faut reconnaître. Lorsque vous vous expliquez le problème de la foudre, ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il y a du vrai. Ayons l'honnêteté de s'asseoir, même si on n'est pas d'accord avec l'option armée. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, de laisser le mépris. Vous voulez envoyer les gens pour discuter avec les leaders ou envoyer un juge. Ça représente quoi? Alors dites-moi, question à différent. Si vous deviez naître Betty ou Banganté, vous faites quel choix? Là, c'est une question insidieuse. Et je ne pense pas que je vais stigmatiser. Je suis Banganté, je suis fier de l'être, sans orgueil. Je pourrais vous dire que je suis un citoyen du monde. Donc, même nos frères Betty, je les appelle ainsi, n'ont pas fait choisir d'où naître. Sauf qu'il faut pas qu'on tombe dans le piège de l'utilisation. Il y a
des instrumentalisations. Je pense personnellement qu'on ne doit pas caricaturer ou stigmatiser une tribu parce que certains responsables issus de cette tribu posent des actes irrévérencieux. C'est pas bien. Je vais vous expliquer. Moi, j'étais personnellement candidat aux élections pour la mairie de Yaoundé 6e et un ponteux du régime m'a dit, dans un débat télévisé, N'Tuile, que là, Zadoué, qu'elle tombe maire à Bafan, va être maire chez vous à Bafan. Je dois préciser que je suis de l'Est du Cameroun, que je m'appelle Tuile et que lui m'appelait N'Tuile, que là, Zadoué. C'est pour ça que j'ai posé la question, avant qu'on arrive sur le débat, la rubrique sur les remerciements. C'est notre premier jet, notre premier entretien. Beaucoup d'autres suivront. Tu reviendras par exemple sur la question des mœurs. Nous avons invité le jeune qui est devenu homosexuel, qui viendra raconter ici comment sa vie est brisée, parce que lui, il est malade, il faut le dire. Maintenant, souffre du grand mal et de tout cela. Dites-moi, vous devez remercier 2 ou 3 personnes qui vous ont resté très proches quand même pendant ces épreuves-là. Oui. Beaucoup même. Beaucoup, je ne saurais. La liste est longue. Je prie ceux que je ne pourrais pas citer ici de m'excuser parce que j'ai reçu des soutiens dont je n'imaginais pas. Voyez-vous. Il y a la diaspora, la grande diaspora camerounaise que je vais remercier ici. Je remercie toute la diaspora camerounaise, que ce soit celle de Johannesburg, de Paris, de Londres. Il y a même ceux qui sont venus me rencontrer en prison, les États-Unis, du Canada, etc., Luxembourg, qui sont venus. Je leur dis infiniment, je les suis 1000 fois infiniment reconnaissant du soutien qu'ils m'ont apporté, qui continuent de m'apporter, qu'ils m'ont d'ailleurs apporté avant mon arrestation. Je vais ici citer quelques noms, permettez. Mimi Mefo. Avant mon arrestation, je n'avais pas un rapport particulier avec Mimi Mefo. Ah, la jeune qui était journaliste. Oui. Ce qu'elle m'a fait, j'ai coulé les larmes. J'étais en prison, elle a payé son avocat de venir m'adresser une lettre qu'elle a fait envoyer par Pax depuis Londres. Lorsque j'ai lu cette lettre, ça m'a donné beaucoup de force. Il s'agit de Maître Tamfou et c'est elle qui a payé les honoraires de Maître Tamfou de se constituer comme avocat. Donc, je remercie ici Mimi Mefo. Je remercie mon frère et ami Boris Berthold. Il était très gelé parce qu'il s'est beaucoup battu. Je remercie infiniment l'aîné Jipon Reningono. Là, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. Je vais penser aussi aux gens comme le professeur Fomonyo. Qui m'a beaucoup soutenu aussi. Aux gens comme Madame Kawala, qui est venue me rendre visite en prison. Serge Espoir Matomba, qui était là lorsqu'on me libérait. Je vais citer ici les personnes aussi comme le professeur Kamto, qui m'a nourri en prison et qui m'a d'ailleurs appelé l'autre jour pour m'adresser ses encouragements. Et je vais également remercier le président Sissikou Ayoutabé, qui m'a nourri pendant plus d'1 an en prison. Je vais aussi penser aux organisations comme le CPJ, Committee to Protect Journalists, notamment Angela Quintal, qui s'est constituée, elle a agi plus qu'une mère pour moi. Je n'ai jamais rencontré, mais elle a pris mon affaire comme, j'ai d'ailleurs dit que mon prochain enfant va porter son nom. Et également, je pense à Reporters sans frontières, notamment Arnaud Fougier, qui a battu un travail extraordinaire, Emmanuel Ekouli, qui représente Reporters sans frontières ici. Je vais citer PEN International, PEN America, PEN England. Je vais citer aussi Patrice Ngana, qui a battu une campagne extraordinaire aussi pour ma libération. Je vais citer des gens comme le REDAC. Je vais citer des gens comme le Nouvel Droit de l'Homme. Je vais penser ici aussi aux personnes comme Mandela Center. Et je pense également aux organisations comme American Bar Association, qui d'ailleurs, je vous le dis, a porté mon affaire à l'ONU puisque je suis victime d'une détention arbitraire. Donc le Cameroun sera poursuivi dans l'Organisation des Nations Unies. C'est suivi par la fondation, la American Bar Association et Fondation Cloney for Justice. C'est-à-dire que vous avez porté plainte à l'État du Cameroun. Les documents sont là. Il y a un communiqué qui est sorti. Ça, c'est le communiqué de l'American Bar Association.
qui était victime d'une détention arbitraire. Donc, la fin ne fait que commencer. Tous ces documents sont là, donc je remercie tous ces gens qui ont suivi mon procès de bout en bout. Et je pense aussi à mon employeur, que j'insiste, qui a battu un travail extraordinaire sur le plan international. Je pense que ce n'était pas, il ne devait pas avoir une mobilisation. Je parle ici de Cameroun, qui a fait un travail extraordinaire et qui n'a pas baissé les chiffres. Je vais également parler des organes comme le jour de Aman Mana, qui est l'un des rares médias au Cameroun qui a couvert le bout à bout aussi. Je pense au grand frère Magnus Biagas du journal Émergence, qui a fait un travail impeccable, et également à son rêve, Tammy Jefferson, qui venait constamment en prison dans la musique. Je ne vais pas oublier mon frère de sang, Serge Bikoy, qui était à mes trousses au point où il est devenu suspect à mes yeux. J'avais peur. Bikoy se comportait même plus comme ma femme. Matin, midi, soir, je le vois. Il était passé les nuits à la police judiciaire. Pourtant, au départ, on n'avait pas procédé. Je pense à Ernesto Yene, qui était là le jour de mon arrestation. Il était tellement gêné. Je vais citer aussi ici Talara, du grand frère Bobio Kiono, qui a également battu un travail extraordinaire. Je pense à Equinox Télévision, ces gens-là autour, Cédric Noufele, Paul Sabonana, etc., qui n'ont pas cédé à la pression, puisqu'il y avait des gens qui avaient peur de parler de cette histoire, parce que c'était une histoire très compliquée. Donc, s'il y a des organismes ou des personnes que j'ai oubliées, j'allais oublier, je pense à Maître Christian Timban, Bomo, qui également a fait un travail impeccable lorsque j'étais interpellé. Et je pense aussi à mon frère Zumento, qui a lancé un récit pour me soutenir. Et je vais aussi parler des avocats, tous mes avocats, Maître Méli, Maître Sim, Maître Bokam Henri, Maître Diodo, Maître Dorcas Komé, Maître Biada, et tous les autres qui se sont constitués dans mon dossier. Je pense aussi à Maître Harry Police, qui quittait le crédit pour venir sur mon procès. Donc, si je vais me mettre à citer, la liste sera très longue. Je prie ceux que je n'ai pas cités de ne pas croire, de penser que ce n'est pas omission, c'est parce que la liste est longue. Je suis un homme, je vous ai dit d'ailleurs que je suis traumatisé. Vous comprenez qu'il faille que j'aille voir aussi pour le terminer. Ainsi va le Cameroun, ainsi va Paul Chouta, ainsi va la justice des autres, la justice des forts. Depuis 6 ans, Chantal Roger Tuile est interdit d'exercer la profession de journaliste au Cameroun. Interdit à vie. Depuis 6 ans, il est en justice au tribunal avec M. Mokoulou Vondo, le neveu du chef de l'État, directeur général de la CNPS. Jugé, condamné à 2 ans de prison et 6 mois et 5 ans de sursis, il était encore au tribunal ce matin. Ainsi va Paul Chouta, que vous venez de retrouver après 2 ans de prison. 2 ans pour rien, 2 ans d'avoir fait son métier. Ainsi va le Cameroun avec l'argent du Covid, sur lequel nous reviendrons en détail la semaine prochaine. Ainsi va cette émission que nous avons enregistrée dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière au Cameroun. Quelqu'un a dit, Yaoundé, le Cameroun est le seul endroit où il n'y a pas de bidonville. Parce que toute la ville est un immense bidonville. À très bientôt. Au revoir.